Un ange épique, un domaine qui bloque les compétences, une armée de simples qui ressuscite à l'infini, et un taré qui commande les cadavres de sa propre guilde. Les ennemis de Shadow ont enfin monté un piège, capable de répondre à presque tout ce qu'il peut faire. Petit problème, leur cible n'a jamais vraiment eu l'habitude de respecter les règles des autres. Bon retour sur Plotoria. Dans l'épisode précédent, Shadow était entré dans la Cité des Morts injustement, à la recherche de la lignée de l'ange aux ailes de la mort, avant de découvrir que Gao Xiaoyi avait déjà attiré le boss épique jusqu'à la ville de Jiangei pour en faire la pièce maîtresse d'une embuscade. Notre assassin avait éliminé Dick, le premier maître de l'ange, mais le réceptacle s'était réincarné en Cupidon, capable de repérer Shadow malgré sa furtivité améliorée. Avant que leur affrontement puisse continuer, Zhang Xiaoyu l'avait encerclé avec une armée sous son charme, tandis que Huang Ziqing arrivait avec les membres assassinés de la guilde de l'industrie lourde Fake, transformés en marionnettes cadavériques. Si tout ça ressemble déjà à 6 combats de boss différents et que vous découvrez la série, commencez par l'épisode 1 via la playlist dans la fiche pour voir comment Shadow s'est retrouvé au milieu de cette embuscade. Maintenant, toutes les pièces du piège se mettent en mouvement en même temps et le joueur numéro 1 de la Terre va devoir découvrir si cette armée suffit enfin à le coincer. Si la série vous plaît, pensez à laisser un like et à vous abonner pour la suite. On continue. Une immense sphère d'énergie violette déferla dans les rues en ruine de la ville de Jiangei, traversée d'éclairs, tandis que le pouvoir de type abîme de Wang Ziqing engloutissait le champ de bataille. Cupidon reconnut immédiatement cette énergie. Les compétences de type abîme lui semblaient étrangement familières, presque comme un retour à la maison, mais en tant qu'unité ennemie, même lui ne pouvait utiliser ses capacités à l'intérieur du domaine. Un pouvoir aussi oppressant devait forcément exiger des conditions extrêmement strictes, aussi bien pour l'obtenir que pour l'activer. Flottant au-dessus du combat, l'ange ailé observa le piège particulièrement élaboré de Huang Ziqing se refermer et admit que ces gens s'étaient donné un mal fou pour tuer le meilleur expert de la Terre. Tomber sur un événement pareil, juste après s'être échappé de sa prison, c'était beaucoup trop divertissant. En contrebas, Shadow continuait de découper les marionnettes fabriquées à partir des membres morts de la guilde de l'industrie lourde Fake. Pourtant, Cupidon remarqua vite que cette nuée sans fin n'avait pas l'air de servir à grand-chose. L'écart entre leurs attributs de base était tout simplement trop énorme. Les marionnettes arrivaient à peine à toucher le soi-disant héros au sang-froid, et même lorsqu'un coup passait, ses boucliers l'arrêtaient. Malgré une réduction de vitesse de 99% et l'impossibilité d'utiliser ses compétences, ses attaques normales suffisaient encore à effacer tous les ennemis autour de lui. Malheureusement, les détruire ne suffisait pas à les garder au sol. Tant que Wang Ziqing maintenait son contrôle, les cadavres au masque blanc se réparaient simplement avant de se relever. Le cou brisé d'une marionnette se remit lentement en place tandis qu'elle poussait un gémissement enthousiaste franchement malsain. Sa tête finit par claquer dans le bon sens, puis le cadavre au masque blanc fixa Shadow avec un large sourire totalement contre nature. Ziqing éclata de rire en affirmant que résister ne servait à rien. Tant qu'il resterait en vie, ces marionnettes ne tomberaient jamais définitivement. Le taré se moqua de Shadow, privé de ses compétences et de presque toute sa vitesse, puis défia ce pauvre assassin de venir jusqu'à lui s'il en était capable. Notre protagoniste se contenta de resserrer sa prise sur sa dague rouge, claqua de la langue et lança à la grande gueule un regard absolument pas impressionné. En un éclair, il trancha net la tête de la marionnette souriante avant même que le cadavre comprenne qu'il avait bougé. La tête décapitée tournoya dans les airs, mais notre assassin la rattrapa d'une main et se mit aussitôt en position pour la lancer. Il expédia la tête de la marionnette directement dans la tronche de Ziqing, comme si le combat venait soudainement de se transformer en partie de balle aux prisonniers. Notre gars avait déjà bien assez d'entraînement avec ses fléchettes empoisonnées, donc la compétition partait clairement truquée. L'impact élimina instantanément Wang Ziqing et le transforma en orbe doré d'espérance de vie, ce qui en fait officiellement le pire combat de tout le manhwa. Le mec venait littéralement d'expliquer à voix haute comment le battre avant de se faire éliminer par la tête de sa propre marionnette. Shadow rappela que dans le jeu abandonné par les dieux, n'importe quelle attaque profitait des bonus d'attributs, peu importe la méthode utilisée.
Il aurait même pu écraser cet idiot en ramassant un morceau de merde et en lui lançant dessus. Le système précisa très gentiment que les blocs d'excréments empoisonnaient aussi bien l'utilisateur que la cible, seule raison pour laquelle notre héros s'était retenu cette fois. Alors que l'espérance de vie dorée coulait dans sa main, l'assassin aux cheveux blancs expliqua le véritable but de son attaque. Ziking mort, cet imbécile ne pouvait plus dépenser son espérance de vie sans limite pour maintenir ses compétences de l'abîme. Cupidon applaudit, ravi, et complimenta cette solution brillante. Il comprenait enfin pourquoi cet homme était classé numéro 1 sur Terre, et répéta joyeusement le nom qu'il venait d'apprendre, Shadow. Kai restait méfiant envers l'ange. Cupidon avait eu une occasion parfaite de le tuer, mais avait volontairement refusé de la saisir, poussant notre protagoniste à se demander si ce boss étrange ne cherchait vraiment rien d'autre que du divertissement. Non loin de là, Wang Ziking réapparut dans un éclat de lumière, avant de découvrir une fleur cramoisie en train de pousser au sommet de son crâne. Le système l'avertit que les ombres drainaient son espérance de vie à un rythme estimé à 100 ans par heure. Ziking maudit Shadow tandis que la fleur continuait tranquillement à se nourrir de lui. Une main traversa la brume rouge et toucha la fleur, pendant que son propriétaire demandait calmement au président Wang de ne pas paniquer. Au même instant, le système annonça que Ziking venait de recevoir 1000 années d'espérance de vie. Ketir se tenait derrière lui et expliqua que ce paiement lui permettrait de continuer à déchaîner ses compétences de l'abîme, malgré le drainage constant. Personne ne pouvait vaincre Shadow seul, toutes les pièces de l'embuscade devaient donc frapper ensemble. Ziking ricana qu'il avait contrôlé les ombres pendant 2 bonnes minutes et voulut savoir où les autres s'étaient cachés pendant sa magnifique contribution. Le maître de Guilde Chauve lui demanda de ne pas se précipiter. Ils attendaient encore leur arme ultime. L'œil violet de Ziking s'écarquilla. Alors qu'il lui demandait ce qu'il voulait dire, Ketir se souvint de Gao Xiaoyi, ordonnant à Yuna de se préparer, et de la jeune fille acceptant ça comme si de rien n'était au. Dans ce souvenir, Yuna utilisa Marcheur des âmes pour traverser la statue et pénétrer dans la chambre secrète cachée à l'intérieur. Après avoir activé la bonne séquence grâce aux connaissances de sa vie précédente, l'œil de la statue colossale se mit à briller d'une intense lumière bleue. De retour dans le présent, le sol se mit soudain à trembler sous les pieds des assaillants. Ketir et Sang Xiaoyu sourirent, tandis qu'un Ziking complètement perdu se demandait si un tremblement de terre venait de commencer. Ketir regarda vers le centre-ville et annonça fièrement que leur arme ultime venait d'arriver. L'immense statue de pierre s'éveilla enfin, se dressant au-dessus des rues en ruine, tandis que l'énergie du néant pulsait depuis son cœur. Le système l'identifia comme Hartman, superviseur de pierre des 9 royaumes, un boss épique de niveau 30. Wang Ziking resta bouche bée. La statue du point de résurrection de la ville de Jiangai était secrètement un boss épique depuis tout ce temps, et Ketir confirma que Yuna leur avait donné les informations nécessaires pour le libérer. Avec 2 boss épiques et 3 grandes guildes réunies autour d'une seule cible, Ziking déclara que Shadow ne pourrait plus s'échapper cette fois. Puis une pensée légèrement plus pratique interrompit sa célébration. Il demanda nerveusement s'il ne devrait pas commencer par sortir de la portée d'attaque de la statue géante. Hartman fit un nouveau pas tonitruant, et les joueurs proches se mirent immédiatement à hurler à tout le monde de courir. Poussière et débris explosèrent dans les rues pendant que les survivants prenaient la fuite. Mais Shadow resta tranquillement sous le monstre colossal pour l'étudier. Son nom suffit à lui faire relever la tête, réellement choqué. Comment le superviseur de Pierre des 9 Royaumes avait-il pu être libéré aussitôt ? Kai se souvenait que Hartman se trouvait au sommet du rang épique. Dans sa vie précédente, il l'avait lui-même libéré une année entière après l'arrivée du jeu abandonné par les dieux, avant de mener la guilde tueur de dieux et les chevaliers templiers de Shen Wuming dans un combat désespéré pour le vaincre. Briser son sceau nécessitait une méthode secrète extrêmement complexe, et cette méthode avait un prix. Logiquement, aucun joueur à ce stade du jeu ne devrait disposer des connaissances nécessaires pour le réveiller. Puis, les yeux de notre protagoniste s'écarquillèrent lorsqu'il comprit la seule explication possible. Le visage de Yuna lui revint à l'esprit. Ça ne pouvait être qu'elle. Shadow invoqua Osiris derrière lui, comprenant que seuls les souvenirs éveillés de la vie précédente de sa sœur avaient pu lui révéler comment libérer le superviseur de Pierre des 9 Royaumes. Avec sa puissance actuelle, vaincre Hartman lui demanderait encore pas mal d'efforts.
Comme toutes les attaques du boss frappées depuis le sol, il décida de monter Osiris et de combattre depuis les airs. Une voix glaciale derrière lui rejeta immédiatement ce plan. Cupidon flottait derrière le dragon squelette, porté par ses ailes sombres, levant une lame rouge parcourue d'éclairs cramoisis. L'ange frappa Osiris d'un coup dévastateur et ordonna à Shadow de rester au sol. Osiris poussa un rugissement de douleur, tandis que l'attaque déchirait son immense corps squelettique. Le meilleur moyen de transport public gratuit de tout le jeu commença à se désintégrer en espérance de vie dorée en plein ciel, laissant notre gars tomber dans le vide pendant que Cupidon observait tranquillement la scène d'en haut. Avec un sourire presque agréable, l'ange ailé répéta son ordre. Shadow resterait au sol. L'assassin aux cheveux blancs ne répondit que par un regard glacé, ses yeux dorés brillant sous la lumière qui tombait autour de lui. Alors qu'Osiris se dissolvait complètement, des particules d'espérance de vie dorée entourèrent son maître, qui continuait sa chute vers la rue. Notre héros atterrit sans problème sur ses deux pieds, les mains toujours dans les poches, comme si on venait simplement de le déposer d'un étage. Une lumière rose apparut soudain sur les toits alentours, tandis que l'armée de simps charmés de Song Xiaoyu surgissait de toutes les directions. Debout au milieu de ses serviteurs aux yeux en cœur, Xiaoyu afficha un sourire mauvais et exigea que Shadow paie pour la vie de son frère. Ketir apparut avec les membres chauves de l'abattoir cramoisi et déclara avec assurance que leur cible ne s'échapperait pas cette fois. Puis, parce qu'apparemment se mettre à 20 contre 1 méritait aussi une entrée triomphale, Wang Ziqing arriva avec ses marionnettes cadavériques et promit de rendre à Shadow au décuple ce qu'il lui avait fait. Très haut au-dessus d'eux, Hartman dans son dos, Cupidon ordonna dramatiquement au joueur le plus fort de la Terre d'accepter son destin. Ziqing activa aussitôt boue abyssale, répandant une épaisse vase violette sur tout le champ de bataille. Shadow ricana et bondit hors de portée avant que cette boue ralentissante puisse piéger les pieds. Plusieurs joueurs, charmés par Xiaoyu, sautèrent derrière lui, les yeux en forme de cœur, en criant qu'il ne s'échapperait pas. Même en plein vol, notre protagoniste n'avait toujours pas l'air particulièrement inquiet. Son œil doré disait surtout qu'il en avait déjà marre de ces malades, même si aucun d'eux n'avait encore compris à quel point ils étaient loin de son niveau. Il activa un taille d'ombre instantané et une explosion d'énergie violette trancha tous ses poursuivants aériens d'un seul coup. Xiaoyu pointa notre gars du doigt pendant qu'il passait au-dessus d'eux, comme un avion, et ordonna en urgence à ses attaquants à distance de l'abattre. Avant même qu'ils puissent tirer, une immense colonne d'énergie rouge, sombre, jaillit au milieu de l'armée charmée. Depuis le sommet d'un immeuble, Shadow activa l'âme annulaire de la nuit sombre. Une gigantesque sphère de lame cramoisie balaya le ciel et élimina tous les simps à sa portée. Les ennemis alentours fixèrent l'aura rouge, sidérée. Ils venaient de tous les tuer instantanément. Des piliers de lumière bleue apparurent non loin, et les attaquants morts ressuscitèrent grâce à leur cercle magique de résurrection. L'un des joueurs charmés éclata de rire en affirmant que les tuer ne servait à rien, puis invita Shadow à vider toute leur espérance de vie s'il en était capable. Des lises araignées cramoisies se mirent soudain à fleurir sur le corps des joueurs ressuscités. Depuis le toit au-dessus d'eux, il activa Malédiction des fleurs pourpres, canalisant une énergie rouge sombre, tandis que les fleurs commençaient à dévorer l'espérance de vie de tous ceux qui l'avaient marqué. Les joueurs charmés paniquèrent lorsque des lianes cramoisies arrachèrent de l'énergie à leurs yeux et à leur bouche. S'ils continuaient à mourir puis ressusciter, la malédiction finirait par les vider complètement. Wang Ziqing déclara soudain que rien de tout ça n'avait d'importance, puis sourit lorsque de l'énergie violette sombre explosa autour de lui et qu'il activa son domaine abyssal. Cette fois, il allait agir lui-même. À l'intérieur du domaine, Shadow ne pouvait plus utiliser de compétences. Ziqing ordonna aux autres de rejoindre les coordonnées 146 et 68, de prendre position et de lancer l'étape suivante. Un gigantesque bâton de pierre descendit aussitôt du ciel dans une traînée d'énergie bleue. Hartman écrasa son arme dans la rue, provoquant une explosion de roches et de poussière. Ziqing et l'un des joueurs charmés comprirent que Shidu activait lui aussi sa propre compétence.
Le superviseur géant dominait les ruines de la ville de Jiangai, tandis que 9 portails violets crépitaient au-dessus du champ de bataille. En observant les portails, Kai se rappela que Hartmann, le seigneur de pierre des 9 royaumes, était immunisé contre les 3 affixes supérieurs, parole, cauchemar et chaos. Cauchemar sans fin serait donc totalement inefficace, et l'arrivée du boss générait 9 portails, contenant chacun 3 élites revêtues de roches de rang diamant, soit 27 au total. Lorsque les élites revêtues de roches sortirent des portails comme si Suping venait soudainement de reprendre le contrôle du scénario, notre protagoniste passa leur mécanique en revue. Chaque golem possédait 90% de réduction des dégâts physiques et les 27 devaient mourir dans la même fenêtre d'une seconde, sinon ils ressusciteraient à l'infini. Hartmann restait invincible tant qu'un seul de ses gardiens de pierre était encore vivant. En revanche, chaque élite revêtue de roches morts se transformait en pierre explosive capable d'infliger d'importants dégâts aux autres esprits de pierre. L'un des golems d'élite bondit en avant, puis tout le groupe chargea dans les rues en ruine, parcourues d'éclairs violets. Il n'en avait absolument rien à faire des alliés ou des ennemis. En hurlant que tout devait être écrasé, les élites revêtues de roches ravagèrent la ville et attaquèrent les assaillants comme tout le reste. Ziking, Ketir, Xiaoyu et leurs hommes se dispersèrent en panique pendant que quelqu'un prévenait que les golems de pierre frappaient sans distinction dans toute la zone. D'énormes rochers, roulants couverts d'énergie violette, écrasèrent les joueurs en fuite les uns après les autres, transformant le combat en scène mortelle d'Indiana Jones. En voyant les mêmes golems d'élite aplatir les gens qui les avaient libérés, Shadow demanda sèchement si ça faisait mal. Depuis son toit, notre héros se moqua intérieurement de ces idiots. Ils avaient libéré Shidu sans même savoir ce que faisaient ses compétences. Un élite revêtu de roches poursuivit Wang Ziking à travers les débris, forçant le soi-disant assaillant invincible à courir pour sauver sa peau. Il finit par se recroqueviller derrière un énorme rocher en se rappelant qu'il ne pouvait pas se permettre de mourir. Il lui fallait un endroit isolé d'où maintenir le domaine abyssal. Une silhouette sombre aux yeux lumineux apparut juste derrière lui et approuva froidement. Oui, la cachette était plutôt sympa. Ziking regarda le vrai Shadow, toujours debout sur le toit au loin, puis la silhouette derrière lui. Il comprit une seconde plus tard, c'était un clone d'ombre. Le clone le découpa en deux comme un sandwich Subway. En mourant, Ziking ne comprenait pas comment Shadow avait pu activer une compétence depuis l'intérieur du domaine abyssal. Depuis le toit, l'original lui demanda calmement s'il pensait vraiment qu'une capacité déjà révélée fonctionnerait 2 fois. Notre assassin avait préparé une contre-mesure dès le moment où il l'avait vu. Wang Ziking ressuscita encore une fois en maudissant son ennemi, avant de se souvenir que la résurrection le rendait intouchable. Cette fois, il allait se cacher dans un endroit où personne ne pourrait le trouver, et maintenir le domaine abyssal sans jamais montrer son visage. Une nouvelle voix prononça soudain son nom complet. Capitaine Eva et Grande Prune descendirent du ciel, leur cape flottant derrière elles, et annoncèrent que Wang Ziking était en état d'arrestation. À peine avait-elle atterri que le combat démarra, noyant la zone dans un énorme nuage de fumée et de lumière. Capitaine Eva remercia Shadow, en privé de leur avoir fourni les coordonnées. Les officiels avaient saisi la formation de résurrection aux positions 146 et 68 et capturé Wang Ziking. Notre protagoniste répondit qu'ils avaient bien travaillé, et la capitaine rougissante laissa échapper un petit rire ravi. Les élites revêtues de roches continuaient de ravager le centre de Jiangai, tandis qu'un nouveau golem géant chargeait le long de la rue. Il pulvérisa le bitume et envoya des joueurs voler dans les airs en rugissant qu'ils devaient mourir, laissant ses victimes propulsées hurler sans pouvoir rien faire. Eva avertit que les golems de pierre étaient hors de contrôle et massacraient les ennemis qui avaient encerclé Shadow. Darius ordonna alors aux officiels de localiser et saisir toutes les formations de résurrection afin que leurs meilleurs combattants puissent se concentrer uniquement sur le boss. Depuis un toit éloigné, un guerrier aux cheveux sombres bien connu observait de plus en plus de joueurs se faire catapulter dans les airs. La sécurité d'abord regardait le spectacle avec des yeux immenses et brillants, avant d'avouer que ça faisait beaucoup trop plaisir à voir.
L'un de ses coéquipiers lui demanda immédiatement de se contrôler. Un autre élite revêtu de roches fracassa la rue et envoya toute une foule vers le ciel. La sécurité d'abord dégaina son arme, sauta après eux avec un sourire de drogué et hurla qu'il n'arrivait plus à se retenir. Son pauvre coéquipier se couvrit le visage, soupira et accepta que ce taré était déjà foutu. Entouré de joueurs projetés dans les airs, la sécurité d'abord leva son épée et prépara son attaque pendant que le golem de pierre continuait sa charge en contrebas. Il activa, dernier souffle, l'ultime de la classe artiste martial de l'âme. Comme Yasuo, il se téléporta au milieu des cibles projetées en l'air et déchaîna une tempête furieuse de lames de vent. Avec des ennemis qui se faisaient ult par Malphite dans tous les sens, le pauvre n'avait absolument aucune chance de résister à son ultime. Et à ce rythme, personne ne devrait être surpris si un cul de Lee Sin débarquait juste après. Quand le déluge prit fin, son épée grossit et gagna en pénétration ainsi qu'en dégâts, tandis qu'il retombait dans une pluie de lumière brillante. La sécurité d'abord atterrit accroupie dans une pose dramatique et lâcha un soupir de satisfaction beaucoup trop intense. Depuis le toit, Kai remarqua l'énorme faiblesse de dernier souffle. Comme la compétence téléportait directement son utilisateur au centre du groupe ennemi, elle rendait la sécurité d'abord extrêmement facile à... Un élite revêtu de roches écrasa sa magnifique pose avant même que la pensée puisse se terminer. Notre protagoniste compléta mentalement la phrase avec un seul mot, mourir. En regardant le petit fantôme bleu ridicule flotter au-dessus du cadavre, Shadow constata que la sécurité d'abord n'avait toujours pas réussi à se contrôler. Notre protagoniste évalua le champ de bataille. Les golems de pierre avaient balayé les combattants des 3 guildes, et le camp d'Eva devait désormais avoir assez de monde pour garder ses ennemis bloqués autour des formations de résurrection. Mais les officiels n'avaient capturé que Wang Ziqing, la pièce maîtresse. Ketir et Song Xiaoyu devaient encore se cacher quelque part parmi les rochers. Notre protagoniste sauta enfin du toit avec un regard sans pitié. Il allait d'abord régler son compte au superviseur de pierre des 9 royaumes, puis sortir les 2 autres embusqués de leur trou. Il atterrit directement dans la rue, surprenant les élites revêtues de roches. Pour la première fois, un humain venait volontairement vers eux au lieu de fuir, si on oubliait le taré qui jouait à Yasuo quelques secondes plus tôt. Les gigantesques gardiens de pierre levèrent leurs poings et chargèrent en rugissant qu'ils devaient mourir. Shadow bougea avant qu'ils puissent l'atteindre, se faufilant à une vitesse extrême entre leurs rangs, tout en poursuivant sa route vers Hartman. Kai savait que les élites revêtues de roches pouvaient fondre sur leurs cibles à une vitesse folle et les envoyer dans les airs. Heureusement, quelqu'un d'assez rapide pouvait encore esquiver leur charge. À travers une vision teintée de rouge, quelqu'un observait notre gars contourner les golems tandis qu'ils écrasaient encore et encore le sol derrière lui. Cachée à l'intérieur de Hartman, Yuna regardait à travers des yeux rouges lumineux et murmura le nom « Shadow ». Puis elle se corrigea. « Non, Kai ». Sa bouche se tordit en un petit rire instable. Tourée de filaments rouges et de tablettes de pierre lumineuses, la jeune fille déclara que sa version actuelle possédait un pouvoir sans égal. Yuna tourna ce pouvoir vers la même personne qui l'avait autrefois protégée et ordonna calmement à son frère de mourir. Les élites revêtues de roches lancèrent d'autres roues de pierre tournoyantes couvertes de flammes violettes, puis les envoyèrent à la poursuite de Shadow. Alors que les projectiles roulants courbaient leur trajectoire dans les airs pour le suivre, le régresseur reconnut leur effet de poursuite. Un impact direct réduirait également sa vitesse de déplacement de façon énorme. Au lieu de continuer à courir, Kai planta ses pieds au sol et se concentra sur la bonne contre-mesure. Il sauta au tout dernier moment, forçant les pierres traqueuses à s'écraser les unes contre les autres juste sous lui. Les roues se détruisirent mutuellement dans un immense nuage de poussière, tandis que l'assassin aux cheveux blancs flottait tranquillement au-dessus des élites revêtues de roches. Depuis sa cachette, Xiaoyu éclata de rire en affirmant que cet idiot venait de se coincer tout seul, tandis que Ketir criait avec enthousiasme qu'il devait mourir. Le vide dans la poitrine de Hartman se mit à accumuler de l'énergie comme un trou noir, aspirant tout ce qui se trouvait autour du boss géant. Mais esquiver les attaques d'un monstre n'était que la forme la plus basique du déplacement.
Le vrai positionnement consistait à contrôler le moment où le monstre attaquait, choisir comment il allait attaquer, puis décider de la contre-attaque la plus efficace. Des flammes violettes tombèrent autour de Shadow, tandis qu'il mettait ce principe en pratique et activait son ultime cauchemar sans fin. Les élites revêtues de roches brûlèrent sous les flammes du cauchemar qui se répandait, se cognant les uns contre les autres en essayant de l'atteindre. Les gardiens de pierre chargèrent encore une fois, mais notre héros bondit au-dessus d'eux et continua d'attirer toutes les cibles vers exactement le même point. Même si les golems possédaient une énorme résistance physique, les attaques magiques leur infligeaient des dégâts supplémentaires. 3 clones d'ombre apparurent autour de lui, tandis qu'il activait calmement Flou fantomatique. Une fois le groupe entier rassemblé en dessous, il attira tous les élites revêtus de roches directement sous le superviseur de pierre des 9 royaumes. L'original et ses 3 clones déclenchèrent 4 lames annulaires de la nuit sombre en même temps. L'énergie violette déchira le paquet de monstres, tandis que notre protagoniste se préparait à tous les éliminer d'un seul coup. L'attaque combinée infligea presque 4 millions de dégâts à chaque élite revêtue de roches, vidant leur barre de vie et tuant tout le groupe instantanément. Shadow se tenait au milieu de têtes de pierre flottantes, d'énormes orbes d'espérance de vie et de flammes violettes de cauchemar. Il ne lui restait plus qu'à confirmer que tous les gardiens étaient bien morts dans la même seconde. Song Xiaoyu et Kuetir restèrent de bouche bée. Les créatures qui avaient terrorisé toute la ville venaient d'être effacées en quelques secondes et lui avaient toujours l'air d'être le mec le plus tranquille de Jiangai. Il bondit hors de la zone et annonça que la suite commençait. Tous les golems tombés explosèrent simultanément sous Hartman. Les détonations Zint en chaîne arrachèrent presque la moitié de la vie du boss épique, tandis que notre gars échappait à l'explosion. Le coéquipier de la sécurité d'abord fixa le gigantesque superviseur et hurla que sa vie venait de tomber de moitié en un instant. Même la sécurité d'abord ne comprenait pas comment Boss Shadow avait réussi ça. En voyant la barre de vie chuter, Kai repensa à la méthode secrète utilisée pour libérer le superviseur de pierre des 9 royaumes. Ce rituel complexe exigeait un prix. Un joueur devait devenir un sacrifice. Plus Hartman tuait de joueurs, plus ce sacrifice était assimilé, jusqu'à ce que la victime finisse par fusionner totalement avec le monstre. Avant que notre protagoniste puisse agir, d'immenses fragments de roche derrière lui se mirent à briller en rouge et à s'élever depuis la rue. Le trou noir dans la poitrine de Hartman se remplit d'énergie cramoisie et attira tous les rochers flottants vers son corps. Kuetir reconnut le changement et annonça avec excitation que le boss venait d'entrer dans sa deuxième phase. Apparemment, Hartman avait décidé qu'être aussi grand qu'un immeuble n'était pas encore assez stylé. Alors il réorganisa les pierres flottantes pour se refaire une tenue. Même un boss de cette taille avait besoin de flex un peu avant de reprendre le combat. Sa seconde forme apparut avec un casque spartiate en pierre, des yeux rouges enflammés et une violente aura cramoisie, avant de rugir sur toute la ville. Prisonnière à l'intérieur du boss, Yuna avait les yeux baignés de la même lumière rouge. Une seule pensée lui restait : tuer, tuer, tuer. Le gardien colossal tendit la main vers le minuscule humain en dessous et déclencha gardien de pierre, piétinement furieux. Avant que l'attaque puisse l'écraser, une puissante énergie violette explosa sous le boss géant. L'onde de choc qui suivit secoua toute la zone et arracha un cri de panique à Kuetir. 3 clones d'ombre encerclèrent le boss épique de niveau 30 et tournèrent autour de son immense corps à une vitesse folle. Les clones et leurs maîtres déclenchèrent des lames annulaires de la nuit sombre depuis 4 directions différentes, taillant le gardien avec des entailles violettes qui se croisaient. Hartman activa aussitôt Armure de roche, réduction des dégâts, recouvrant son corps d'une épaisse coque d'énergie rouge. Kai reconnut la mécanique. Dans sa 3e phase, le superviseur de pierre des 9 royaumes conservait la résistance aux dégâts physiques des élites revêtues de roche, tout en générant un bouclier de surface capable d'absorber les dégâts magiques. Les yeux brillants de notre gars se plissèrent derrière son masque. Mais cette défense avait tout de même une faiblesse. Lui et ses 3 clones plongèrent depuis le ciel et déclenchèrent Croc cramoisi ensemble. 4 énormes frappes cramoisies tombèrent sur Hartman, un petit 4 pour le prix d'un que le boss n'avait clairement pas commandé. Le finisher combiné brisa Armure de roche en morceaux.
Une fois le bouclier détruit, Hartmann entra dans un état vulnérable de 5 secondes, pendant lequel toutes les attaques infligeaient 3 fois plus de dégâts. Notre assassin réduisit de nouveau la distance et lança 4 entailles d'ombre instantanées, arrachant rapidement le reste de la vie du boss. Sa jauge de limit break désormais pleine, Shadow se rappela un autre avantage. Pendant cet état vulnérable, Hartmann perdait également son immunité aux altérations d'état. Il déclencha Cauchemar sans fin, les flammes violettes engloutirent le géant de pierre et le forcèrent à sombrer dans l'inconscience. Mais à l'intérieur du boss vaincu, Yuna vécut l'inverse et retrouva ses esprits. Les souvenirs de sa vie précédente revinrent d'un coup. Kai, qui l'aidait, la protégeait, lui préparait à manger, prenait soin d'elle et la défendait tout au long du jeu abandonné par les dieux. Alors que les flammes du cauchemar se refermaient autour d'elle, Yuna contempla ses souvenirs avec stupeur. Était-ce un rêve ou Kai venait-il encore de l'enfermer dans un autre cauchemar? Sa confusion se transforma aussitôt en rage. Elle hurla intérieurement que Kai ne la torturerait plus jamais et jura qu'elle allait le tuer. Mais les souvenirs révélèrent ce qui s'était réellement passé. Elle avait trahi son propre frère, l'avait poignardé dans le dos et laissé Félix bondir pour porter le coup final, tout en continuant pourtant à se promettre de tuer Kai une nouvelle fois. Lorsque l'instant exact de sa mort précédente apparut devant elle, Yuna cria qu'elle recommencerait exactement comme la dernière fois. À l'extérieur, Hartmann s'affaissa en avant et redevint une statue endormie totalement inutile, enveloppée de flammes violettes et de fumée. Kai était satisfait. Sommeil de cauchemar avait figé la durée de vulnérabilité du boss, ce qui signifiait que la prochaine attaque de réveil cumulerait les dégâts de réveil, le bonus de cauchemar et la vulnérabilité pour atteindre presque 7 fois les dégâts normaux. Mais entaille d'ombre instantanée était une compétence multi-coup, donc seule sa première frappe profiterait du multiplicateur X et X7. L'âme annulaire de la nuit sombre infligeait des dégâts de zone et manquait de puissance mono-cible pour retirer toute la vie restante de Hartmann. Il devait recharger son énergie d'ultime et finir avec l'âme cramoisie. Une nouvelle notification système apparut soudain au-dessus de sa tête. Une cible de jugement se trouvait à proximité. Le système identifia la blasphématrice comme étant Yuna. Kai comprit avec stupeur que sa sœur s'était déjà éveillée en tant que blasphématrice, ce qui signifiait que tous ses souvenirs de sa vie précédente étaient revenus. Avant qu'il puisse bouger, un sort de blizzard recouvrit la zone de glace et ralentit tous ceux qui s'y trouvaient. Heureusement, le bouclier d'immunité aux effets magiques de notre protagoniste bloqua l'effet. Gao Xiaoyi se matérialisa silencieusement derrière Shadow à travers le blizzard tourbillonnant. Notre héros tourna son regard doré vers l'intrus et le reconnut froidement. Le bras couvert de marques cramoisies, Gao Xiaoyi annonça à Shadow qu'il avait enfin baissé sa garde. Attendre précisément cet instant avait été particulièrement difficile. Il activa son coup final, une infusion d'intention meurtrière. Cette compétence transférait tous les points de tuerie de l'utilisateur vers une cible, doublant à la fois les attributs de cette cible et les dégâts qu'elle recevait. Une puissance cramoisie l'enveloppa tandis que ses cumuls de tuerie passaient de 50 à 120, puis à 200. La classe cachée unique de Xiaoyi était Massacreur, une capacité qu'il avait obtenue auprès d'un tueur de masse du pays M. Plus son propriétaire tuait de gens, plus il devenait puissant, mais même un nombre énorme de cumuls ne ferait jamais apparaître le bourreau du massacre contre lui. Et surtout, Massacreur pouvait transférer cette valeur de tuerie à quelqu'un d'autre. Alors que Shadow fonçait sur lui, Gao Xiaoyi confia silencieusement tous les cumuls accumulés au joueur le plus fort de la Terre. Notre gars le coupa en deux, mais le cerveau aux yeux rouges resta satisfait. Même la personne la plus forte au monde risquait de ne pas survivre à la situation qu'il venait de créer. Shadow jeta un regard par-dessus son épaule vers l'homme en train de se dissoudre. Gao Xiaoyi n'avait pas utilisé Marcheur des âmes pour esquiver l'attaque, ce qui paraissait presque trop lent et négligent venant de lui. Puis Xiaoyi brandit une carte bleue entre deux doigts, comme Jaden Yuki, et lâcha un petit rire méprisant. Kai comprit immédiatement qu'il avait volontairement accepté le coup, car le transfert de valeur de tuerie exigeait un contact physique. Alors que son corps se dissolvait en espérance de vie, Gao Xiaoyi sourit et invita Shadow à découvrir quel destin l'attendait. Il reconnut la carte bleue de Théodore et activa immédiatement Malédiction florissante, faisant apparaître autour de lui des fleurs cramoisies et une énergie rouge. Les joueurs proches levèrent sur les yeux
tandis que quelque chose d'anormal commençait à se former dans le ciel. Ketir serra le poing, éclata de rire de victoire et déclara que c'était enfin arrivé. Le maître de guilde chauve identifia le phénomène annoncé par la prophétie, l'étoile rouge de la calamité. Une entité terrifiante descendit lentement des cieux couleur sang, tandis que Ketir se souvenait de l'avertissement de la prophétie. La calamité descendrait et massacrerait toutes les ténèbres. Le système révéla alors le monstre que tous les joueurs redoutaient, le bourreau du massacre de grade mythique, niveau 9 999. Ses yeux rouges en forme d'étoile s'allumèrent, tandis qu'une immense barre de vie se remplissait au-dessus de lui. La foule fixa le ciel avec horreur. Un boss mythique de niveau 9 999 venait d'apparaître alors que les joueurs avaient à peine atteint le début du jeu et personne ne comprenait ce qui pouvait bien se passer. Avant que Capitaine Eva puisse réagir, un soldat de Daxia l'avertit qu'un autre groupe était en train de se téléporter dans la ville. Eva tourna les yeux vers le point d'arrivée et refusa de croire ce qu'elle voyait. C'étaient des joueurs du pays M. D'une manière ou d'une autre, une armée ennemie entière avait traversé le continent et atteint Daxia sans le moindre avertissement. Des immeubles explosèrent derrière la capitaine, tandis que d'autres joueurs de Daxia étaient projetés dans les airs. Depuis un autre toit, un défenseur repéra encore plus de combattants du pays M et hurla que Jiangai était complètement encerclé. Les envahisseurs, couverts d'énergie sombre, chargèrent en exigeant la mort des joueurs de Daxia et la libération de leurs alliés capturés. Ils abattirent sans hésitation tous ceux qui leur barraient la route, transformant les défenseurs en orbes d'espérance de vie flottante. Darius comprit que cette force d'invasion était arrivée avec plus de 30 buffs différents déjà actifs. Quand il demanda s'il devait battre en retraite, Capitaine Eva ordonna à tout le monde de se battre avec tout ce qu'ils avaient. Les officiels devaient gagner du temps pour Shadow. Depuis le sommet d'un autre bâtiment, il regarda le conflit s'étendre sous ses pieds, jusqu'à ce que l'embuscade se transforme en guerre ouverte entre deux pays. Kai comprit enfin leur véritable objectif. Le piège avait été conçu pour rassembler la plus grande puissance de combat de Daxia au même endroit et l'anéantir en une seule attaque. Et à ce stade du jeu, seule la compétence de carte de Théodore pouvait téléporter une armée à travers les continents. Théodore pouvait utiliser des capacités appartenant à plusieurs classes différentes, alors que les propriétaires d'origine de ces classes étaient tous morts. Notre protagoniste en conclut que sa classe cachée lui permettait de voler les compétences des défunts. Il n'avait pas le temps d'enquêter davantage. Le bourreau du massacre détecta sa cible et annonça le résultat. E.D. Shadow, niveau 30, 586 cumul de valeurs de tuerie. Le boss mythique analysa sa puissance de combat, lui attribua un niveau de menace B et lança l'éradication. Sans la moindre hésitation, le monstre de niveau 9 999 descendit et attaqua avec une entaille cramoisie ultra rapide provenant de l'un de ses 4 bras mécaniques. Ces 4 bras balayèrent aussitôt tout autour de son corps, remplissant chaque voie d'évasion de lames rouges qui se croisaient. Shadow s'appuya sur son agilité d'assassin pour se faufiler entre les attaques, tout en se remémorant la mécanique très simple du bourreau du massacre. Il poursuivrait sa cible avec des entailles à haute vitesse jusqu'à ce qu'elle meure. Toutes ces attaques ignoraient l'intégralité des mécanismes défensifs, et une seule frappe réussie effacerait complètement l'âme de la victime. Autrement dit, se faire toucher une seule fois signifiait la mort définitive. Une énergie verte se rassembla dans la main de notre protagoniste. Heureusement, ce monstre apparemment impossible avait tout de même une faiblesse. Il lança un darde de venin vert vers le boss. Contrairement à la plupart des menaces de niveau 9 939, le bourreau du massacre restait vulnérable à toutes les altérations d'état. Le poison commença à lui infliger 50 000 dégâts par seconde. Tant que notre héros évitait toutes les entailles tout en appliquant constamment du poison et d'autres malus, l'user jusqu'à la mort n'était techniquement plus qu'une question de temps. Il y avait juste un minuscule problème. Un joueur de niveau 30 affrontant un ennemi de niveau 9, 999, aurait probablement besoin d'un mois entier pour terminer le travail, et le darde de venin n'avait même pas retiré 1% de sa vie. Caché derrière un rocher, Sang Xiaoyu n'arrivait pas à croire que Shadow avait esquivé toutes les attaques. Ketir était encore plus choqué de le voir contre-attaquer et demanda si cet assassin était vraiment humain. Pour une fois, la question était parfaitement légitime.
Une main lumineuse se posa soudain sur l'épaule de Kétir et son propriétaire lui demanda d'arrêter de rêvasser. Un guerrier du pays M ordonna à tout le monde d'attaquer et de perturber les mouvements de Shadow. Xiao Yu fixa les nouveaux arrivants et comprit que leur renfort du pays M les avait rejoints. Wang Ziqing apparut lui aussi au-dessus du groupe, toujours avec sa fleur cramoisie sur le crâne, comme si c'était un accessoire de mode, et annonça que ses forces étaient de retour. Il affirma que les officiels de Daxia n'avaient rien pu faire face au pays M, qu'ils avaient tous été tués puis renvoyés à leurs repères. Désormais, tous ceux qui étaient encore debout dans la zone étaient dans leur camp. Son armée de toutous étant également libérée, Ziqing ordonna d'abord de tuer Shadow, puis d'anéantir les officiels de la ville de Jiangai, avant de balayer Daxia d'un seul coup. Dans ses projets de plus en plus modestes, Wang Ziqing allait ensuite conquérir le monde entier. L'assassin aux cheveux blancs évita une nouvelle frappe et prit ses distances. Mais quelque chose sur le champ de bataille attira son attention. Le bourreau du massacre se lança aussitôt à sa poursuite, refusant de laisser à sa cible ne serait-ce qu'une respiration ou une seconde pour réfléchir. De la boue violette jaillit exactement à l'endroit où Shadow s'apprêtait à atterrir lorsque Wang Ziqing activa de nouveau bouée abyssale. Le taré éclata de rire en affirmant l'avoir enfin piégé. Toutes les compétences étaient désactivées dans le domaine et la boue imposait une réduction de vitesse de déplacement de 99%, alors le soi-disant roi de l'esquive n'avait plus nulle part où aller. King l'invita à essayer d'échapper à la prochaine attaque du bourreau, puis lui ordonna de se rendre et de mourir bien gentiment. Shadow le fixa à travers ses mèches blanches, ses yeux dorés parfaitement calmes, et lui répondit en un mot « idiot ». Alors que la boue violette s'étendait vers Hartman, toujours endormi, notre protagoniste demanda à Ziqing s'il croyait vraiment qu'il courait partout au hasard depuis tout à l'heure. La fleur cramoisie rebondit sur le crâne de Wang Ziqing, tandis que son visage se décomposait de surprise. Le bourreau du massacre descendit avec 4 nouvelles entailles, mais le corps de Shadow devint translucide au moment exact où les lames traversèrent en sa position. Il activa l'effet de ses bottes invisibles, devenant invisible et impossible à cibler pendant 3 secondes. Incapable de détecter sa cible, le boss de niveau 999 arrêta ses attaques et fixa le vide. Ziqing se rappela enfin que le domaine abyssal empêchait d'utiliser les compétences, mais ne pouvait pas désactiver les effets actifs de l'équipement. Le système compta la première seconde, tandis que l'assassin invisible traversait le champ de bataille, sans le bourreau à ses trousses. Notre gars entra dans le golem géant et s'approcha de Yuna, qui avait les yeux rouges, sa dague déjà dégainée. À la 2e seconde, Kai leva sa lame directement au-dessus de sa sœur enragée. À la 3e seconde, il déclencha le finisher de Limit Break Croc Cramoisi directement dans la sale tronche de Yuna et la tua avant que le bourreau du massacre puisse de nouveau le cibler. Le système annonça que Shadow avait utilisé la lame du jugement pour tuer la blasphématrice, puis commença à les transférer tous les deux dans le royaume du jugement. Dans le royaume cosmique, Shadow se tenait sur une plateforme au-dessus d'un immense labyrinthe flottant, Azaïs derrière lui. Une lumière dorée s'alluma dans le dédale, et Yuna se réveilla attachée à un gigantesque pilier. Elle gémit, regarda autour d'elle sans comprendre, et exigea de savoir pourquoi elle était revenue ici alors qu'elle se battait clairement contre Kai. Elle leva les yeux vers son frère sur la plateforme et l'accusa furieusement de l'avoir amenée dans ce royaume. Kai la fixa d'un regard doré, glacial, et s'adressa à elle avec le seul titre qui comptait désormais, blasphématrice Yuna. Son jugement commençait, et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Shadow a démantelé la première attaque de Wang Ziqing, retourné les élites revêtues de roches de Hartman contre le boss épique lui-même, puis forcé le gigantesque superviseur à sombrer dans le sommeil de cauchemar. Mais Gao Xiaoyi a profité de cette ouverture pour lui transférer 586 cumuls de tuerie, invoquant le bourreau du massacre mythique de niveau 9 999, pendant que la carte de Théodore a mené toute une force d'invasion du pays M jusque dans Jiangai. Avec le bourreau toujours à l'extérieur et Daxia plongé dans une invasion à grande échelle, notre gars a utilisé 3 secondes d'impossibilité de ciblage pour atteindre Yuna, tuer la blasphématrice éveillée avec la lame du jugement et entraîner sa propre sœur dans le royaume du jugement. Maintenant, le jugement de Yuna commence pendant que le reste du champ de bataille reste au bord du désastre.
À votre avis, quelle sera la punition de Yuna? Et est-ce que Shadow peut vraiment vaincre un boss mythique de niveau 9 999? Si oui, comment? Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.